député. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous présenter aux auditeurs de Madagascar Média? Bien sûr, bonjour. Donc, je suis Aïna Kurik, j'ai 32 ans, je suis députée apparentée La République En Marche de la Marne. Ma circonscription, pour être plus précis, c'est Reims, la ville la plus importante en Champagne, la plus grande en tout cas de la Champagne. Comment êtes-vous entrée en politique? Alors, je suis entrée en politique un petit peu par hasard. Tout a commencé en avril 2016. En avril 2016, j'entends le ministre de l'économie et des finances, Emmanuel Macron, qui lance un mouvement qui s'appelle En Marche. Alors, je ne savais pas ce que c'était. Il n'y avait qu'une page internet avec une vidéo d'Emmanuel Macron qui nous disait « Exprimez-vous, apportez votre contribution, parlez-nous, dites-nous ce qui va bien dans le pays, dites-nous ce qui ne va pas dans le pays. C'est vous qu'on a besoin d'entendre. Ce n'est pas les politiques, ce ne sont pas les spécialistes, les plus grands penseurs du pays, mais chacune et chacun qui vit ce pays. » Et donc, j'ai commencé à participer, à donner mon avis. Et c'est très particulier parce que on ne sait pas à quel moment où on passe de la personne sondée à la personne qui sonde. Enfin voilà, ça s'est passé de manière assez naturelle. Et puis donc 2016, on est vraiment dans une phase de contribution où j'anime des ateliers, je participe à des ateliers de construction programmatique. On ne les appelle pas comme ça à ce moment-là, mais concrètement, c'est ce qu'a fait le programme d'Emmanuel Macron. J'assiste à mon premier meeting politique en décembre 2016 et en janvier, je suis porte-parole dans mon département pour une campagne présidentielle. Et voilà, ça s'est passé quelque part naturellement, mais de manière assez inattendue. D'accord. Donc, on veut dire en fait que vous venez de la société civile, mais que vous n'avez pas de parcours politique, adhéré d'abord dans un parti, un autre parti que... Absolument pas, surtout qu'en 2016, En Marche est un mouvement, on le dit encore aujourd'hui, on en reparlera, mais voilà, En Marche est un mouvement citoyen qui fait dans le participatif et voilà, donc dans le plus inclusif possible, en tout cas dans la construction du projet. Et donc à ce moment-là, oui, nous sommes la plupart d'entre nous issus de la société civile et également une partie issue de l'ancienne majorité de la mandature précédente. Et en tant que député français, quelles sont vos attributions? Quelle est la journée type ou... Alors, il n'y a pas de journée type du député. En fait, le député mène une double vie. Il mène une vie à Paris, à l'Assemblée nationale, avec son travail de législateur, et puis une vie sur son territoire, dans sa circonscription. Donc moi, à Reims, mais pas que, parce que je dis souvent que je suis la circonscription de Reims, mais il y a 85 communes dans ma circonscription, donc je suis en déplacement aussi dans les 85, donc Reims plus les 84 autres communes de ma circonscription, donc c'est un territoire qui est assez hétérogène, assez étendu, et donc qui demande quand même une certaine présence, donc une moitié de semaine à Paris, une moitié de semaine dans la Marne. Il n'y a pas de journée type parce qu'on a souvent aussi l'urgence qui nous tombe dessus un peu au dernier moment, mais là, pour, on va dire, la vie parisienne, la vie à l'Assemblée nationale, c'est véritablement ce travail de législateur. Parce que finalement, on se demande ce que c'est qu'un député, puisque jusqu'à cette mandature, un député était en général un député maire. Et donc, on ne savait pas trop à qui on s'adressait quand on allait voir son maire ou son député. Le député est un législateur qui est là pour voter la loi, qui est là pour contrôler l'action du gouvernement et qui est là pour évaluer les politiques publiques. C'est-à-dire que donc, ce qu'on fait à Paris, c'est voter la loi. On vote la loi, on va évidemment contrôler l'action du gouvernement par le biais de rapports qui vont être rendus par le Parlement, parfois par le gouvernement. Et cette évaluation des politiques publiques, là où on peut la faire concrètement, c'est sur le terrain, c'est sur notre territoire, c'est en allant rencontrer les différentes entreprises, les institutions, tous ceux qui vivent, parfois même qui subissent, il faut le dire, certaines politiques publiques. D'accord. Donc là, vous allez à l'écoute en fait de vos administrés, si je peux dire ainsi. Pour écouter aussi leurs doléances et pour les transmettre également? Pour y répondre si on peut le faire, pour rediriger si ça n'est pas de notre ressort, pour accompagner si c'est nécessaire. C'est en fonction des demandes, effectivement, en fonction aussi de notre parfois, c'est pas forcément dans notre champ de compétences, mais on a une certaine appétence dans un sujet. Et effectivement, on va quand même accompagner. Je ne suis pas membre du corps préfectoral ou de l'administration d'État. Pour autant, j'accompagne beaucoup de dossiers, notamment sur les questions d'immigration, par exemple. Je voulais revenir quand même sur ce parcours qui est assez singulier, parce que je pense à plusieurs choses. La première, c'est le fait que vous avez quand même 32 ans, le fait que vous venez de la société civile, le fait aussi que vous soyez originaire de Madagascar, c'est important de le dire pour nos internautes qui suivent Madagascar Média. Et j'imagine, quand on arrive à battre Catherine Vautrin, qui est quand même, entre guillemets, un poids lourd de la politique, qui est comme vice-présidente de l'Assemblée nationale, ça doit évoquer beaucoup de choses, comme aussi, je pense, cette première entrée dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous avez ressenti
Quel recul vous avez eu après, aujourd'hui, par rapport à tous ces événements qui se sont enchaînés d'une extrême rapidité? C'est vrai qu'avec le recul, on se dit waouh, c'est assez énorme. Sur le moment, c'est pas ce qu'on se dit en fait. C'est vrai que sur le moment, on regarde pas les choses comme ça. Si je m'étais dit le premier jour, j'ai face à moi la vice-présidente de l'Assemblée nationale, ancienne ministre, membre du bureau de son parti au niveau national, je l'aurais peut-être pas fait si j'avais pensé à tout ça à ce moment-là. Donc c'est une aventure qui est vraiment très particulière. Je fais partie des plus jeunes parlementaires de la 15e législature. Donc, je suis dans les 30 plus jeunes, mais dans les 30 plus jeunes, je suis la plus vieille. Donc bon, voilà. Mais évidemment, c'est un parcours qui est assez particulier parce que je ne suis pas issue du monde politique. Je suis une ancienne apprentie d'école hôtelière. J'ai un bac+2. J'ai travaillé pendant 10 ans pour des chefs dont je suis très admirative, qui ont fait un travail formidable à Paris, à Londres, jusqu'à ce que je crée mon entreprise en Champagne pour promouvoir la Champagne viticole. Donc je ne suis absolument pas de ce milieu-là. Mais finalement, est-ce que pour être un député, c'est aussi la représentation nationale, comme on l'appelle, quand on représente les gens, tout le monde, on a tous les profils. Et finalement, il faut aussi que nos concitoyens puissent s'identifier quand ils s'adressent à leurs élus. Si leurs élus sont tous des bac+8 qui n'ont pas forcément eu des parcours de vie d'apprentis, qui gagnent 600 € par mois et qui a juste du mal à finir le mois ou à joindre les deux bouts, qui doit travailler 6 mois pour pouvoir s'acheter une voiture, qui doit faire attention à tout pour pouvoir, en tout cas pour pouvoir vivre. Je pense qu'on a beaucoup de Français qui vivent dans cette situation-là et que c'est aussi important qu'on puisse s'identifier et de se dire qu'il y a des gens qui peuvent comprendre ça. Et je ne suis pas la seule, je parle de mon cas. Et je pense que c'est une ouverture en fait d'avoir introduit justement plusieurs panels en fait de personnes dans le mandat de... Après, évidemment, ce sont les électeurs qui choisissent, mais il faut leur donner le choix. C'est-à-dire que si on a un choix qui est complètement homogène, on ne changera rien. Donc voilà, ils ont opté cette fois, en tout cas en 2017, pour autre chose, pour du changement. Il faut aussi, c'est une promesse qui nous oblige, ça nous donne une grande responsabilité, c'est de ne pas les décevoir, c'est de ne pas devenir ce qu'ils ont rejeté, c'est de ne pas se trahir, mais c'est aussi d'être à la hauteur. Et c'est pas juste d'être une image, c'est aussi d'être capable d'aller porter les sujets au fond et pas uniquement être un symbole ou une image. Ça, ce serait contre-productif. Quel a été le regard, on va dire, de la classe politique, ceux qui sont plutôt habitués donc à siéger au sein de l'Assemblée nationale, parce que ce qu'il faut rappeler quand même, le mouvement En Marche, c'est un phénomène, de point de vue de l'extérieur, ça a même dépassé les frontières de la France, c'était nouveau, parce qu'il y avait les deux partis mastodontes, avec anciennement l'UMP et le Parti socialiste, et même nous autres qui regardons ça en tant qu'observateurs de la vie politique française, on ne s'imaginait pas que ça allait aussi loin, et nous, on se questionne de l'extérieur, quel a été du coup le regard de vos pairs au sein de l'Assemblée nationale? Est-ce que ça a aussi produit du changement? Parce que ça a permis, on sait que ça a souvent été décrié, on disait qu'au sein de l'Assemblée nationale, justement, il n'y avait pas suffisamment de personnes issues des classes prolétaires, par exemple, au niveau des classes sociales. Donc vous, est-ce que vous avez vu du changement? Vous avez vu des choses nouvelles par rapport à tout ça? Il y a eu énormément de changements. Mais il y a eu énormément de changements et ça n'est pas que grâce à nous, quand je dis que grâce à nous, à la nouvelle majorité de La République En Marche. Il y a eu énormément de changements déjà, puisque sous Hollande, il y a eu cette loi du non-cumul des mandats, qui a un petit peu aussi forcé les choses. C'est-à-dire qu'en 2017, vous avez à l'Assemblée nationale, sur 577 députés, 450 nouveaux députés sur 577. La majorité, on est à peu près 300. Donc il y en a quand même 150 qui viennent d'ailleurs, qui viennent d'autres partis. Il y a la France Insoumise, il y a eu de nouveaux LR, il y a un groupe Agir qui s'est créé à ce moment-là. Le Modem a pris énormément de sièges aussi. Donc voilà, on a aussi les autres courants qui ont apporté ce renouveau. On est passé à 40% de femmes à l'Assemblée nationale. Donc au-delà aussi de la nouveauté, c'est cette parité. Nous, pour nos investitures, on devait avoir des binômes hommes-femmes. Voilà, le député, le suppléant, et 50% d'hommes investis, 50% de femmes investies. On est arrivé au niveau des élus à peu près 48 ou 49% de femmes. On est plutôt conforme en tout cas, et c'est considéré comme une parité parfaite. Donc déjà, on a eu déjà des pratiques qui nous ont poussé à arriver jusqu'à ce changement. Donc il y a la féminisation de l'Assemblée nationale, il y a les nouveaux visages, et effectivement on rajeunit également la moyenne d'âge. On est maintenant à une moyenne d'âge de 46 ans, donc on va peut-être également faire baisser
le taux de mortalité à l'Assemblée nationale, c'est que c'était 1% chaque mandature. Hein, donc il y avait 5 à 6 députés qui qui ne finissaient pas le mandat. Et donc voilà, donc ça change complètement déjà le paysage. Et ça change aussi les pratiques, puisque ça a poussé aussi à dépoussiérer, si je peux me permettre l'expression, notre institution, aussi honorable soit-elle. Elle avait aussi besoin peut-être d'un rafraîchissement. La première chose qu'on a faite quand on est arrivé à l'Assemblée nationale, c'est de changer nos supports. On avait des amendements uniquement déposés sur papier, ce qui nous faisait des liasses quand même de certaine épaisseur, et on est passé sur tablette, ce qui nous permet en plus de mieux travailler avec nos collaborateurs, par exemple. Voilà, donc ça fait changer effectivement pas mal de pratiques. Et sinon, votre élection apporte-t-elle une valeur ajoutée du fait de vos origines, tout simplement en fait? Alors, ça, c'est pas moi qui peux le dire, ça va être... Non, mais dans le travail que vous faites. Le travail que je fais, il me sert, puisque je suis maintenant... Donc, j'ai débuté mon mandat à la Commission des Finances, j'y ai passé 1 an. Au bout d'1 an de mandat, et 1 an extrêmement formateur au sein de la Commission des Finances, où j'ai pu véritablement participer à l'élaboration d'un budget, le budget de l'État, ce qui était quand même assez hors du commun, c'est assez incroyable. Je décide de partir évidemment sur le domaine qui me tient à cœur, les affaires étrangères. Aux affaires étrangères, je suis donc membre du groupe d'amitié France-Madagascar, membre de la commission des affaires étrangères. Je préside une mission d'information sur les enfants sans identité. Voilà, donc il y a plusieurs volets comme ça qui principalement au sein de ma commission sur lesquels je suis particulièrement impliquée. Je suis binationale, j'ai la nationalité malgache et la nationalité française. C'est extrêmement important pour moi de pouvoir continuer aussi d'œuvrer dans la construction ou le maintien, ça dépend des jours, en tout cas des liens qui unissent nos deux pays, qui ont une histoire commune, qui ont un destin commun et qui doivent en tout cas travailler ensemble. Pour moi, c'est extrêmement important. J'étais il y a à peu près 1 an et demi aux assises de la coopération internationale entre les collectivités françaises et les collectivités malagasques. Et effectivement, quand on est une députée de la République française, mais également de nationalité malgache, on vit un moment assez particulier. La coopération entre ces deux pays, c'est juste le rêve de ma vie. Justement, la question que je me posais, c'est est-ce que, par exemple, on sait qu'il y a le président de Madagascar, le président Rajoelina, qui était venu ici en France. Est-ce que, par exemple, vous êtes associé, vous êtes sollicité, parce qu'on sait très bien que le président Emmanuel Macron est très attaché à cette notion de binationalité. Je pense notamment à quand il a réuni la diaspora, là, il y a très peu de temps, où justement ça peut renforcer les liens avec l'Afrique, avec une nouvelle diplomatie par rapport aux pays africains. Est-ce que vous, du coup, on vous a associé ou pas du tout ou c'est, Alors, j'étais effectivement présente à l'Élysée lors des rencontres et du dialogue avec les diasporas d'Afrique. On a eu, le président de la République a noté justement le fait qu'il était particulièrement attaché d'avoir également une majorité qui représentait cette diversité au sein de nos élus, de la part de nos élus. Il l'a mentionné en parlant de Madagascar, en parlant il y a également les Comores, d'autres nationalités. On est quand même, je pense, une quinzaine binationaux, européens ou extra-communautaires. Je n'ai pas participé à la visite du président de la République de Madagascar parce que le calendrier ne m'a pas permis de le faire à ce moment-là. Pour autant, on est en contact avec des membres du gouvernement de Madagascar et on travaille ensemble, notamment sur la promotion de Madagascar en France, auquel je suis particulièrement associée, où je contribue, en tout cas j'apporte ma contribution, libre à chacun de s'en saisir ou pas. Dans le Grand Est, nous avons également des ONG qui œuvrent dans la coopération internationale, en particulier avec Madagascar. Et donc je suis aussi à leur côté pour porter en tout cas le rayonnement international. Je le fais en tant que parlementaire française et je le fais pour ma région et pour la France. Mais je continue en tout cas à le faire aussi pour Madagascar, notamment sur les questions de tourisme. Donc on va essayer de commencer en tout cas à développer des journées de Madagascar en France pour promouvoir la destination Madagascar depuis la France, en ciblant les territoires français qui sont, on va dire, le plus sensibles, voilà, où il y a des communes avec des jumelés ou des choses comme ça, pour déjà encourager en tout cas
des échanges culturels, des voyages évidemment, d'augmenter le nombre de visiteurs à Madagascar. Voilà, donc c'est de faire connaître aussi Madagascar parce que finalement, Madagascar, c'est pas si connu que ça. Enfin, je veux dire, il m'arrive plusieurs reprises, je vois des cartes de l'Afrique où il n'y a pas Madagascar à côté. On voit bien, on parle beaucoup d'Afrique, subsaharienne, mais on ne parle pas de ce côté austral et finalement de l'océan Indien. On parle de beaucoup d'océans, beaucoup moins de l'océan Indien, donc finalement on n'en parle pas beaucoup. Et cette diaspora malagasy en France, eh bien, elle a un tel niveau d'intégration qu'elle n'est pas visible. Et ça, c'est très bien, ça veut dire que en tout cas le processus d'intégration fonctionne très bien et qu'on a en plus, quand on regarde toutes les personnes qui viennent de Madagascar, qui arrivent en France, sont plus diplômées, mieux intégrées, avec une insertion dans l'emploi rapide, effective. Mais finalement, le processus se passe tellement bien et que ça devient une communauté invisible. Et il ne faut pas tomber dans le communautarisme à ne pas vouloir se mélanger, mais pour autant, c'est aussi important de faire vivre cette culture, de faire vivre finalement... De mettre en avant Madagascar, en fait, avec beaucoup plus de... Mettre en avant Madagascar, mais pas que, mais les personnes. Les personnes qui, justement, ont des parcours de réussite. Quand on est, vous savez, dans quelques semaines, au mois de septembre, on va avoir le débat annuel de l'immigration en France. On va en parler et on en parle souvent comme d'un échec parce qu'il y a l'échec de l'intégration. Vous voyez, la communauté malagasy est l'illustration parfaite que c'est faux, que l'intégration, elle peut être pleine et effective et être synonyme de succès et c'est juste une communauté qui le démontre. Et il y a une étude qui a été faite là-dessus d'ailleurs et qui a prouvé que la diaspora malgache en fait se démarquait par rapport aux autres puisqu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient diplômées. Absolument. Et qui étaient parfaitement intégrées. Voilà. Oui, ce qu'il faut rajouter aussi pour nos internautes, c'est quelque chose d'important de le répéter, je pense, c'est que d'après aussi une étude, parmi l'Afrique subsaharienne, Madagascar est la population la plus importante en France. Oui. Donc ça veut dire que ça a encore plus de valeur, encore plus de poids par rapport aux propos que vous teniez, le fait qu'il y ait une bonne intégration réussie pour notre communauté. Oui. Et en nombre et en termes de réussite, Madagascar a son importance en France. Finalement, je trouve que la visibilité n'est pas à la hauteur des attentes qu'on pourrait avoir d'un pays qui coopère aussi bien avec celui-là. C'est également le but de Madagascar Média, en fait, de mettre en avant les personnes de la diaspora qui ont un parcours assez particulier en France, de mettre en avant également les entreprises aussi bien de malgaches ici en France que de malgaches de la diaspora qui voudraient s'implanter au pays ou qui travaillent avec le pays. Et on en a des profils intéressants. Oui. J'en vois beaucoup qui sont médiatisés mais pas suffisamment exploités. En tout cas, l'image n'est pas suffisamment exploitée. Mais on a soit des artistes, soit des personnes qui intègrent des institutions. Enfin, je veux dire, voilà, on a véritablement ce vivier-là, il existe. Maintenant, ça va être de le faire vivre. Tout à l'heure, vous disiez quelque chose d'important et par rapport notamment au tourisme. Vous savez, le président Razouane, aujourd'hui, en tout cas, on évalue le nombre de touristes par an à Madagascar entre 280 000 et 300 000, si on est optimiste. Le nouveau président de la République table pour en atteindre 500 000 d'ici à peu près 5 ans, à la fin de son mandat. Vous, qu'est-ce que vous préconisez justement? Ça nous intéresserait d'avoir votre regard, vous qui a beaucoup étudié cette question-là. Comment vous voyez pour que ce tourisme puisse se développer à Madagascar et que ça puisse être un levier de croissance pour le pays? Alors, je pense que déjà, on est sur la bonne voie parce que l'image qui est donnée de Madagascar ces derniers mois, elle est plutôt positive. Je regarde un petit peu sur les médias, ça n'est pas une question d'avis personnel, mais de constat, en tout cas dans ce qui est diffusé. Et dans ce qui est diffusé, on a une image positive. Ça, c'est important parce que ces dernières années, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des épidémies de peste, l'insécurité. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les agences de voyage ne recommandent pas votre destination. Et ça a été un problème pendant des années. La dernière, c'était avant même l'insécurité, puisqu'on a quand même vécu les dernières élections qui se sont passées en toute sérénité, sans conflit, sans bousculade, en tout cas pas... Voilà. Et donc, il n'y a pas eu ce moment où... Parce que quand on approche des élections, les agences de voyage sont attentives à ça. Et vont dire, même s'il n'y a pas encore de conflit, même s'il n'y a pas encore finalement de perturbation, ils vont déjà freiner la destination.
Ensuite, ça se passe bien, tant mieux, on repart, et puis ça se passe mal, on arrête complètement. Après, il y a des enjeux sanitaires. Et la dernière que j'ai en tête, c'est justement une épidémie de peste qui a été surmédiatisée par rapport à la réalité sur le terrain. C'était pas tout à fait ça, mais c'est quand même récurrent. C'est quelque chose qui arrive tous les 2-3 ans. On en entend quand même parler on en entend quand même parler dans les médias. Ça n'encourage pas. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Madagascar n'est plus une destination recommandée par les agences de voyage. Donc déjà, ça va être cette image qui va tout changer. Après, il y a l'image, puis derrière, il y a les infrastructures, il va y avoir la capacité d'accueil, il va y avoir la qualité d'accueil. Et dans l'image, il y a une dernière chose, c'est que Madagascar a longtemps été considéré comme une destination aussi de tourisme sexuel. Et sur ce point-là, c'est encore une fois un frein. C'est même rédhibitoire pour le visiteur, les familles, en se disant mais qu'est-ce qu'on va voir là. Donc on a le facteur pauvreté, le facteur tourisme sexuel, les questions sanitaires en fonction des périodes, les questions politiques et de sécurité aussi en fonction des périodes. Ça commence à faire quand même pas mal de freins pour promouvoir cette destination. Donc une stabilité petit à petit. Absolument, puisque d'avoir des élections qui se passent bien, de ne pas avoir de crise sanitaire, on va avoir donc de la sécurité qui va, enfin voilà, une stabilité et une lisibilité, c'est-à-dire que c'est pas une stabilité aujourd'hui, c'est une stabilité qui va être pérenne. À long terme, Et là, on va pouvoir véritablement construire des partenariats qui vont permettre ça. Parce que aujourd'hui, moi je suis agence de voyage, je me dis alors tel pays aujourd'hui c'est stable, mais en général il se passe quand même ça et ça par la suite. Je vais peut-être pas m'engager sur du long terme et investir dans quelque chose qui peut-être ne durera pas éternellement. Donc c'est déjà de montrer cette stabilité solide qui va donner envie aux investisseurs. Mais ça, c'est comme partout. Enfin, c'est en France, avant les élections présidentielles de 2017, à partir du mois de janvier, il n'y a plus d'investissement, il ne se passe plus rien. Et après le mois de mai, ça y est, on repart, les élections sont passées, et tout le monde réinvestit, finalement tout rebouge, et c'est la fourmilière au lendemain des élections. Là, c'est pareil, sauf que le frein, il y a trop de freins qui se succèdent et qui font qu'on n'a même pas un an où il ne se passe rien pour pouvoir, en tout cas, avoir cette lisibilité-là et cette stabilité. Donc là, en fait, comme on a une stabilité déjà, ne serait-ce qu'au niveau gouvernemental également, puisque c'est la première fois en fait qu'on a un Premier ministre qui est reconduit quand même 3 fois, ça augure déjà en fait d'une stabilité Bien sûr. et d'une avancée dans le travail en fait. Absolument. Et là, il faut capitaliser là-dessus. Là, quand on sent qu'on arrive sur en tout cas une phase comme ça positive, il faut pas hésiter. Et c'est pourquoi quand j'ai été mise en contact avec le ministère de la Culture et le ministère du Transport et du Tourisme de Madagascar, je me suis dit mais oui, c'est maintenant il faut le faire. Là, en fin d'année, on essaye de préparer tout ça pour en tout cas faire la promotion. Les leviers, on les a. Je veux dire, quand il y a la volonté politique de deux gouvernements, les leviers, vous les avez. Et c'est ce qui a manqué. C'est que là, on arrive quand même au lendemain d'une rencontre entre nos deux présidents, avec soit des parlementaires, et pas que moi, puisque dans le groupe d'amitié France-Madagascar, j'ai des collègues qui sont extrêmement impliqués sur les questions de Madagascar, le gouvernement malgache qui entre en contact avec nous pour justement pouvoir travailler ensemble. Là, on laisse passer les élections législatives, mais j'espère qu'avec le Parlement qui se féminise aussi à Madagascar finalement, avec une présidence, voilà, donc c'est extraordinaire. Donc on va pouvoir en tout cas continuer, d'aller plus avant et de renforcer notre partenariat, de renforcer cette coopération et finalement de renouer ces liens. Je pense qu'il y a eu la demande forte du président de la République, André Rajoelina, quand il a abordé le sujet des îles éparses. On se dit, mais oulala, attendez, tout va bien, pourquoi on commence à se lancer sur ces sujets-là? Mais bien au contraire, on a deux présidents qui n'ont pas vécu la période coloniale, qui n'ont pas ce fardeau sur les épaules, qui sont prêts à regarder de l'avant parce que cette histoire n'est pas la leur, ça n'est pas en tout cas, c'est leur héritage, mais ça n'est pas de leur responsabilité. Donc ils regardent devant et construisent ensemble. 1 an pour décider sur les questions de restitution ou de gérance des îles éparses. Ce sont deux présidents qui n'ont pas vécu 1960, mais qui décident ensemble de construire l'avenir de Madagascar. Moi, je trouve que c'est extrêmement positif. C'est une nouvelle vision. Et ils sont pas pris, attachés par leur passé. Donc je pense que c'est très positif et qu'on va pouvoir véritablement créer une belle coopération, en tout cas entre nos deux pays. C'est tout ce qu'on voulait.
Par rapport justement aux affaires étrangères, j'ai envie d'avoir votre avis par rapport à cela, c'est-à-dire quelle est la politique de la France vis-à-vis de l'Afrique? Est-ce qu'il y a une nouvelle impulsion? En tout cas, c'est ce que ça laisse augurer, en tout cas quand on voit les différents discours du président Macron. Et vous aussi, quel est votre regard par rapport à cette relation, sachant qu'on sait que la géopolitique a beaucoup changé, on est dans un monde multipolaire, et du coup, il y a beaucoup de pays qui investissent en Afrique, notamment la Chine. On sait aussi qu'il y a toujours un peu quelque part un ancien logiciel qui est souvent décrié par certaines populations en Afrique. J'en souvenir en mémoire le président Macron qui était venu au Burkina Faso, qui avait été interpellé par la société civile sur les questions du franc CFA, sur les questions de la présence africaine, ou même la présence du G5 Sahel, de la France. Quel est votre regard par rapport à tout ça, vous qui êtes membre de la commission permanente des affaires étrangères, même si je sais que vous avez beaucoup plus travaillé au niveau de l'Union européenne sur la question du Brexit? Alors, effectivement, mais c'est vrai qu'aux affaires étrangères, il y a plusieurs choses. Là, on a quand même vu une volonté depuis le discours de Ouagadougou du président de la République, une vraie volonté, et il l'a dit, pas de faire pour l'Afrique, de faire avec. De faire avec tout simplement parce que on a d'un côté comme de l'autre autant à apprendre qu'à donner. Et c'est exactement comme ce que je disais pour Madagascar, finalement, quand on parle de cette coopération-là. On va avoir un texte de loi dans la Commission des Affaires étrangères qui va être la loi d'orientation et de programmation du développement et de la solidarité internationale. C'est très long et très pompeux, on l'appelle la LOP-DSI pour les habitués. Et en fin de compte, même si un terme, je pense, et qui devrait être véritablement le premier amendement à déposer dans cette loi, ça va être le titre. Et le titre, pourquoi? Parce que ce terme, aide au développement, est insupportable. Exactement. L'aide au développement, déjà, qui aide qui? L'aide au développement, ça ne veut rien dire. On aide personne, on construit. Ça sert les populations, mais d'abord on construit. Ça va se faire du coup, ça. Est-ce que ça va être on va le déposer, et après il D'accord. faudra le voter. Mais il va être déposé, puis on n'a peut-être pas tous les mêmes idées pour la nommer exactement, mais en tout cas, on a tous cette même volonté, c'est de le changer. Après, on votera et on verra ce qui passera. Mais c'est là où on doit complètement changer l'approche. Comme je disais tout à l'heure, on a un président de la République, Emmanuel Macron, qui n'a pas cette culpabilité-là, parce que c'est quand même terrible. À chaque fois qu'on va avoir créé des partenariats, implanter des entreprises, investir, on va nous dire ah oui non, c'est encore la France qui revient en Afrique. On l'entend très bien, et si on le dit pas, on le sous-entend. Et ça empêche énormément de choses. Et qu'est-ce qui s'est passé à force de s'empêcher, de s'auto-censurer, parce que d'avoir peur de heurter ou de faire preuve d'ingérence, mais qu'est-ce qui s'est passé? On a laissé la Chine, Qatar, d'autres pays le faire, et finalement de toute façon, la place ne restera pas vide, et il faut qu'il y ait de l'activité. Il ne faut pas qu'on fasse de l'aide au développement. Il ne faut pas qu'on fasse de la subvention, il faut qu'on fasse de l'investissement qui crée des emplois sur les territoires, que les projets soient saisis par les populations locales. C'est ça qui doit se passer. Et donc, c'est déjà en train de se faire. Hein. C'est pas du yaka faucon. Hein. C'est véritablement, c'est en train de se faire. L'Agence française de développement, qui elle aussi devrait peut-être revoir son nom, l'Agence française de développement a créé plusieurs partenariats, dont avec Proparco, pour accompagner les entreprises qui vont s'implanter et investir sur des territoires, certaines régions des pays d'Afrique. Pourquoi est-ce qu'on passe par ce genre d'organisme? Tout simplement parce que dans certains pays, par exemple au Sénégal, seulement 19% des PME ont un financement, ont recours à un financement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inclusion financière et bancaire dans certains pays, et donc on a besoin de faire appel à d'autres organismes de l'extérieur pour pouvoir investir dans un pays. Donc là, c'est important aussi de pouvoir donner les outils à ceux qui ont des idées, des projets. On a de vraies élites en Afrique. On a des personnes diplômées, c'est-à-dire qu'on n'a pas en fait les personnes, des élites sur place qui veulent justement participer au développement, n'accèdent pas au financement. Ce sont toujours les grandes associations, les grandes entreprises qui bénéficient de ce levier financier. C'est justement l'objet de ces partenaires de financement. Il y a Choose Africa qui a été lancé il y a quelques mois, j'aurais plus la date en tête, mais c'était printemps dernier il me semble. Proparco qui maintenant est là depuis quelques années. Et voilà. Donc il y a aujourd'hui de nouveaux outils et des leviers, il va falloir s'en saisir, il va falloir les faire connaître, il va falloir les moderniser, il va falloir les rendre accessibles, et qui justement accompagnent en particulier
les PME et les startups, pas les groupes qui vont venir s'installer, etc. Donc voilà, ça va être véritablement d'apporter une vraie réponse pour permettre de faire et non pas de faire à la place. Voilà, donc de ne pas être dans cette politique uniquement de la subvention, du don, mais de l'investissement. De l'investissement et de la construction. Et un projet, si on veut qu'il tienne, le projet, on doit pouvoir se l'approprier. Moi, je ne peux pas être dans un pays et qu'on me donne finalement un projet clé en main ou un package et on n'a plus le choix de décision, destin dessus. Est-ce que par exemple, la venue du président Emmanuel Macron au Ghana, quand il a rencontré le président Addo, qui justement avait profité de cette tribune où tous les médias avaient les yeux focalisés sur cette rencontre diplomatique, où justement le président Addo disait qu'il ne voulait plus parler d'aide au développement. Est-ce que ça a eu beaucoup d'influence dans la politique étrangère du président Emmanuel Macron? Ouais, il était déjà dans cette dynamique-là. C'est quelque chose qu'il a quand même souvent abordé. Mais le président, ces deux présidents ont raison. Oui, il faut changer. Il faut qu'on change complètement cette approche. On a aujourd'hui de vraies raisons quand on parle, par exemple, le sujet de l'agriculture. Le sujet de l'agriculture, on parle souvent donc d'innovation, d'essais, etc. Et aujourd'hui, c'est en Afrique en fait qu'on arrive le plus à développer des essais, de nouvelles méthodes. Et donc, c'est dans l'intérêt, c'est dans l'intérêt de notre pays d'investir pour ces recherches-là parce qu'elles sont nécessaires aussi pour notre pays, mais elles sont aussi nécessaires. C'est aussi nécessaire de pouvoir en tout cas former en Afrique sur les questions d'agriculture. C'est important de pouvoir donner les moyens de le faire. En fait, on est là. Là, on peut vraiment parler en fait d'échanges win-win en fait. Complètement. C'est véritablement l'objectif. Et je pense que de toute façon, aucun partenariat, aucun accord n'a de sens si les deux parties ne sont pas gagnantes. À un moment donné, la générosité inconditionnelle, elle n'existe pas. Il faut arrêter de croire qu'on sera capable d'un côté comme de l'autre de donner sans jamais rien attendre en retour et de manière complètement illimitée. Ça n'existe pas. Je ne pense pas en tout cas. Non. Il y avait deux sujets sur lesquels on voulait terminer qui nous semblaient très importants pour cet entretien avec vous. Le premier, c'était par rapport à le projet de loi l'asile et l'immigration. Parce bien évidemment, il y avait quand même une décision, quand nous qu'on a vu ça, c'était quand même assez courageux, je pense, par rapport en tout cas à l'idéologie de votre parti et la majorité de l'Assemblée nationale, en tout cas la majorité présidentielle, je veux dire. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette position-là, sur cette prise de position qui était quand même relativement risquée, qui vous a très engagé, je veux dire, politiquement? Est-ce que vous pouvez revenir un peu dessus et partager ça avec nos internautes? Oui, alors asile et immigration, le texte c'était il y a un an. Il y a un an, on a ce texte de loi qui arrive, un peu plus parce qu'il a commencé en avril, première lecture, je me suis abstenue. Et j'ai voté contre à la deuxième lecture. La première lecture du texte, je m'abstiens pour une première raison, c'est que je vois dans le même texte de loi asile et immigration. Un droit d'asile inconditionnel, inscrit dans notre Constitution, et voilà, mise dans le même texte que l'immigration, et ensuite donc une immigration maîtrisée, parce que c'est ce qu'on appelle communément le texte asile et immigration, un droit d'asile, une immigration maîtrisée et une intégration effective. Aujourd'hui, c'est une immigration maîtrisée et où on n'arrive quasiment pas au stade de l'intégration parce qu'on épaissira tellement les frontières que de toute façon, le problème de l'intégration ne se posera pas, ce qui est complètement une erreur. C'est donc déjà le droit d'asile n'a rien à faire là-dedans. Il n'y a pas de réforme à faire sur le droit d'asile. Le droit d'asile, il est inconditionnel. Toute personne qui fuit un pays en guerre, qui vient d'un pays non sûr et qui fuit la mort, doit pouvoir être accueilli de manière inconditionnelle. Et à partir du moment où vous déposez votre demande d'asile et que vous recevez votre récépissé, vous devez être logé et protégé par l'État. Ça, c'est un premier sujet. Ça n'est même pas un sujet. Ça n'est même pas un sujet. Et donc, le droit d'asile n'avait juste rien à faire là. S'il avait fallu le réformer, c'est peut-être revoir le sujet des pays sûrs et pays non sûrs, puisque pour être éligible au droit d'asile, il faut être issu d'un pays non sûr
considéré comme non sûr. Mais donc, qu'est-ce qu'un pays non sûr? Alors, évidemment, vous êtes le Yémen, Syrie, etc. Mais voilà. Et cette définition-là, bon, moi, c'est un petit peu, parfois, pas très clair. Et on va avoir des pays sûrs qui connaissent des conflits ponctuels, où il y a de vraies vies en danger, et où on ne va pas leur permettre d'offrir le droit d'asile, ou au moins la protection subsidiaire, pour, en tout cas, pouvoir mettre ces personnes en sécurité. Donc, il y a ce volet-là. Ensuite, il y a le volet immigration. Alors, effectivement, l'immigration, c'est très large. Ça veut dire toute personne qui vient, ça veut dire autre que pour le droit d'asile. Et là, on va être sur des mesures qui vont être beaucoup plus fermes, beaucoup plus restrictives sur la possibilité d'entrer sur le sol français. Je ne suis pas, et entendons-nous bien là-dessus, pour le fait, déjà, je ne supporte pas cette expression d'accueillir toute la misère du monde, parce qu'on en est bien loin, et si les 25 000 personnes qu'on avait accueillies cette année-là, c'était toute la misère du monde, c'est que le monde se portait très bien, ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est surtout de se dire qu'en termes d'immigration, on va créer des freins qui sont contre-productifs et qui vont aggraver la situation. Je m'explique. Un an plus tard, puisque peut-être que je ne pouvais pas l'expliquer il y a un an, mais aujourd'hui je peux en parler puisque la loi est maintenant en vigueur depuis janvier 2019 et qu'on commence à voir les premiers effets de cette dernière. Par exemple, les centres de rétention administrative, j'en ai visité un la semaine dernière, donc je vais vous en parler. Dans le process du retour, dans le cas où vous n'obtenez pas votre demande d'asile, vous êtes donc débouté, on vous renvoie dans votre pays d'origine, vous devez passer par un centre de rétention qui est un lieu de privation de liberté où on vous enferme pendant, l'ancienne loi disait 45 jours, la nouvelle loi dit 90 jours. Donc ça veut dire que pendant 90 jours, vous pouvez rester dans ce sas où vous êtes complètement à côté de la société et à côté du monde, où en général les personnes commencent à perdre la tête, il y a des dépressions, tentatives de suicide, automutilation. La présence de mineurs potentiels. Présence de mineurs potentiels puisque les familles peuvent être intégrées dans les centres de rétention, des difficultés pour les personnels, c'est extrêmement compliqué comme condition de travail. Donc voilà, on se retrouve, et là, donc moi j'ai visité un centre de rétention la semaine dernière, et effectivement on s'aperçoit que finalement c'est devenu quoi le centre de rétention maintenant qu'on allonge les durées? Eh bien on va envoyer les personnes d'abord en centre de rétention puis on réfléchit après. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à 3 reprises dans ce centre de rétention, il y a eu des personnes de nationalité française qui ont été enfermés. Voilà. Donc, vous avez de quoi être étonné, puisque ça n'est pas censé être possible. On ne devrait jamais avoir un Français dans un centre de rétention administrative, puisque ce sont des personnes qui ont vocation à être envoyées dans leur pays d'origine. Et les amalgames produisent ces effets. Donc voilà. Et là, on a en fait compte des grandes difficultés, en tout cas entre les associations qui accompagnent, les services de l'État, et en fait, tous les acteurs finalement qui accompagnent le migrant dans son parcours n'arrivent pas ensemble, en tout cas, à trouver une vraie réponse et efficace. Est-ce que là, il n'y a pas une ambivalence justement dans la politique française, vous qui avez siégé donc cette commission permanente des affaires étrangères? En fait, d'un côté, vous avez le président Emmanuel Macron qui dit que dans la diaspora, chacun est ambassadeur pour la France et avec pas son pays d'origine, et c'est une force et une valeur ajoutée. Et de l'autre, en fait, on stigmatise des populations qui sont peut-être en souffrance, qui viennent demander droit d'asile parce qu'ils ne sont pas en sécurité dans leur pays d'origine, ou par ailleurs, ça peut être de l'immigration économique ou le regroupement familial. Et en fait, on segmente en fait ces deux politiques-là qui deviennent un peu quelque part antinomiques. Mais complètement. Ça a été mon point de désaccord à l'époque, en 2018. Au moment où on est en train de discuter, il y a 45 000 personnes qui sont en centre de rétention. Sur le dernier centre que j'ai visité, sur les 630 personnes qui ont été retenues, puisqu'on ne dit pas détenues, on dit des retenues dans les centres de rétention administrative, sur les 600, il n'y en a que 16 qui devaient rentrer dans leur pays. Et les autres ont été libérés et réintégrés. Donc c'est pour dire qu'à un moment donné, est-ce qu'on avait véritablement besoin de mettre ces 630 personnes en centre de rétention? Donc effectivement, il y a une stigmatisation. À un moment donné, on se dit, oh, on pense que c'est tel pays. Voilà. Enfin, après, il y a des recours, il est possible, etc. Mais c'est comme les recours. Les recours, avant, il y avait un caractère suspensif. Ça veut dire que pendant votre recours, vous ne receviez pas d'obligation de quitter le territoire, ou en tout cas d'éloignement forcé. Maintenant, ce n'est plus le cas. Même pendant le recours, on va vous envoyer dans un centre de rétention, alors qu'à la fin du jugement, on va dire « Ah ben non, en fait, c'est bon, le statut de réfugié accepté ». Et pendant cela, vous restez dans un finalement, on marginalise des populations, et après, qu'est-ce qu'on fait? On va complètement
C'est pour ça qu'on n'a plus cette acceptabilité de la part de la population, enfin, le niveau d'acceptabilité de l'étranger, de l'immigré ou du demandeur d'asile ou du réfugié, parce qu'on a fait en sorte avec cet écran de fumée, qu'on crée un amalgame de tout ça finalement. C'est ça. Et donc, c'est extrêmement compliqué et c'est complètement un contresens de ce qui est promu par le président de la République, par la Commission des Affaires étrangères, par nous, en tout cas le message que l'on porte dans nos relations avec les différents pays et avec les diasporas, ça va complètement contresens. Très sympa. D'accord. On voulait terminer sur un point aussi qui, je pense, a fait votre actualité. On a beaucoup parlé de vous et je pense que ça permet aussi de voir aussi un peu les perspectives après pour vous. C'est le fait que vous ayez quitté La République En Marche. Donc on voulait avoir votre sentiment par rapport à quelles ont été les raisons dont on imagine un petit peu, en tout cas les subodores fortement, et quelles sont en fait les perspectives pour vous, le fait d'avoir quitté La République En Marche qui vous a quelque part découvert et permis en tout cas d'accéder à l'Assemblée nationale, même si vous êtes toujours apparenté à LREM. Et justement, est-ce qu'il y a une incidence aussi sur votre statut de député, le fait d'avoir quitté La République En Marche, même si vous êtes apparenté Absolument pas. Alors, il y a deux choses, en fait. Il y a le parti et le Parlement. Le parti politique En Marche, qui a été créé en 2016, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est ce parti-là que j'ai quitté. Le Parlement, je suis députée apparentée LAREM. Si quand bien même je n'avais aucun parti et aucun apparentement, le statut de député n'est pas remis en question. D'accord. Il est indépendant du parti auquel on appartient, en termes de statut. Donc je suis restée apparentée parce qu'au niveau de la loi, je suis en phase avec une grande partie de la vision portée par la majorité. Je n'ai pas quitté En Marche à cause de la loi Asile et Immigration, puisque Asile et Immigration, c'est bien au Parlement que ça s'est passé, c'est le parti politique que j'ai quitté. D'accord. Donc au niveau du Parlement, je vote majoritairement avec le groupe parlementaire en soutien au gouvernement. La plupart du temps, je garde toutefois cette liberté, mais ça, apparenté ou pas apparenté, ça ne change rien finalement, parce que je le faisais même quand j'étais membre à part entière. Et au niveau du mouvement, pourquoi je l'ai quitté? C'est quoi le mouvement En Marche? C'est le parti politique. Et j'ai eu le sentiment, après 3 ans dans ce mouvement, 2 ans en tant que parlementaire adhérente à ce mouvement, que finalement, ce mouvement s'est éloigné des valeurs qu'il portait dès le départ. Première valeur, avant de parler des questions d'environnement, de l'Europe, de l'égalité femmes-hommes, la première promesse d'En Marche était de faire de la politique autrement. Le premier piège dans lequel on est tombé, c'est l'accord d'appareil. C'est le début de tout un process de réflexion où j'ai fait des propositions au mouvement pour essayer de changer certaines choses qui n'ont pas été entendues, qui n'ont pas été faites. On reste dans les accords d'appareil, on reste dans les alliances de circonstances, on reste dans le calcul politique. Moi, j'appelle ça jouer à touche écroulée. C'est-à-dire que vous arrivez, vous regardez un territoire à la jumelle, vous faites une carte et vous vous dites combien il vous faut. Combien il vous faut 10 voilas, il vous faut 20 voilas, il vous en faut 100, il vous en faut 1000. Et là, vous allez regarder et puis ensuite, vous allez dire, bah là, je peux gagner ça, je peux gagner ça, je peux pas gagner ça. Et ça, c'est quelque chose qui est juste insupportable. Parce qu'à un moment donné, on doit travailler avec les gens parce qu'on partage des valeurs communes. Oui à la pluralité, mais non tout simplement à cette à l'alliance de circonstances, qui pour moi est tout simplement pour une échéance électorale et qui n'est absolument pas dans la construction d'un projet commun. Et ça, j'y suis fortement opposée. J'ai trouvé que La République En Marche, le mouvement En Marche, n'avait pas su éviter ce piège, finalement, tentant et séduisant, je vous l'accorde, mais qui n'est pas la voie qu'il faut prendre quand on sait que la majorité des Français se détournent de la politique, se détournent des urnes, se détournent des valeurs républicaines au profit d'extrêmes. On ne peut pas prendre ce risque aujourd'hui. Ça n'est pas en essayant de faire comme les autres qu'on fera mieux que les autres. La vieille politique, les vieux politicards la font mieux que nous. Donc ça ne sert à rien d'essayer de faire de la vieille politique comme eux. Ils ont beaucoup plus d'expérience que nous sur le sujet. Nous, on doit être dans l'innovation, on doit être dans les nouveaux projets et mettre en œuvre ce que nous avons annoncé en 2017. Plus de participatif, faire émerger des talents, travailler avec la société civile. Tous les profils sont importants, sont utiles. Donc arrêtons de regarder à la jumelle et de voir uniquement ceux qui sont les grands élus, les connus, les reconnus. On les connaît déjà. Ça n'a pas fonctionné avec eux. Ça n'est pas, je veux dire, le recyclage, il faut arrêter. Voilà.
Voilà, et c'est donc la raison pour laquelle j'ai quitté En Marche, parce que ça m'a profondément brisé le cœur, parce que c'est un mouvement que j'ai vu naître et que j'ai aimé profondément et que j'aime beaucoup. Ça m'a fait du mal de partir, mais en même temps, je me dis qu'il y a eu ce soulagement de me dire je suis restée en phase avec mes convictions, avec mes valeurs, et je continue d'accompagner le président de la République au Parlement en soutenant le projet. Et quand j'ai l'impression qu'on s'éloigne aussi de nos valeurs au niveau législatif, je ne suis pas au rendez-vous des votes. Nous vous remercions pour cette interview. Avec plaisir. Oui, merci beaucoup de nous avoir reçus. Nous tenons à vous dire, en tout cas, par rapport à notre média, et je pense aussi une grande partie des diasporas, qu'il y a une grande fierté pour la population malagasse de voir un député aux origines malagasses siéger à l'Assemblée nationale. Et j'essaie de faire une petite recherche avant de savoir si vous étiez la première députée, justement, d'origine malagasse ou pas. Je ne sais pas si vous avez cette information à nous donner. Alors, d'origine, certainement, Oui. Mais qui a vécu, grandi à Madagascar, il y en a eu avant moi, puisque nous avons eu la députée de l'île de la Réunion, Erika Barretch, qui est ancienne ministre des Outre-mer, a grandi à Madagascar jusqu'en 1974, dans le même village que ma maman. En plus, très bien. C'est un excellent mot de la fin. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Et bonne continuation et d'excellentes perspectives pour vous. Eh bien, bonne continuation et bon démarrage, en tout cas, à Madagascar Média. Merci Merci. beaucoup. Et d'excellentes perspectives aussi pour Madagascar. Exactement. J'en doute pas.